Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, nous allons quitter Angers et sa région, où j'ai l'habitude de rencontrer les invités de cette chronique optimiste, pour traverser la Manche et même aller un peu au-delà jusqu'en Écosse. Alors pourquoi l'Écosse ? Parce que dans cette belle région de Grande-Bretagne vit une jeune femme d'origine bretonne, mais qui a aussi des liens avec Angers. Vous allez voir pourquoi dans l'entretien que nous allons avoir dans quelques instants. Elle s'appelle Maureen Asquith, son nom ne trompe pas, c'est bien un nom breton, d'origine bretonne. Après avoir séjourné à Los Angeles et à Londres, elle est maintenant installée en Écosse pour une raison particulière, c'est que elle a travaillé dans une série télévisée, elle fait beaucoup d'interventions de réalisation cinématographique, elle est passionnée de son métier, elle est filmmaker comme elle s'affiche, et vous allez voir, c'est quelqu'un de très dynamique, très volubile, qui fait du bien, son rire ne passe pas inaperçu, et vraiment, on a envie de la suivre jusque dans les Highlanders. Bonjour Maureen. Bonjour Yannick. Alors, c'est une première dans les chroniques optimistes de Yannick. Tu habites en Écosse. Oui, Alors, on a traversé la Manche. Alors là, je suis plutôt ravi. Alors, tu es né en Bretagne, parce qu'en fait, tu t'appelles Maureen Asquith, et Asquith, c'est vraiment un nom breton. Qu'est-ce qui t'a pris de franchir la Manche pour aller habiter en Écosse ? de l'autre côté. Et ben en fait, je suis partie de France et je suis arrivée en Écosse à travers les États-Unis, Los Angeles, puis Londres, puis finalement l'Écosse depuis 2 ans, il y a 2 ans, ouais, 2 ans et demi. Donc, qu'est-ce qui m'a pris? Ben, le cinéma. J'ai toujours voulu faire du cinéma et je me suis pas tout de suite donné la permission. Mais donc j'ai fait des études, j'ai fait Hippocagne, Cagne littéraire donc, et ensuite j'ai fait le bac, j'ai fait le bac littéraire, j'ai fait Hippocagne et Cagne à Brest, et j'ai fait ensuite la Sorbonne pendant 2, 3 ans. Et ensuite j'avais besoin de changer de, ouais, j'avais besoin de changement, donc j'ai fait 1 an de prof à Peterborough, qui est à côté de Cambridge. Et je me suis dit que, et en fait, c'était pour être prof en Angleterre, c'est bien différent de la France. Et en fait, dès la première année, c'était une formation en 1 an. Et donc, dès la première année, en fait, tu es en classe, tu es dans la classe et tu enseignes du lundi au jeudi. Et le vendredi, tu fais la formation dans différents centres de formation. Et mon centre de formation à moi était à Londres. Et donc j'ai découvert Londres et j'ai adoré quoi. L'industrie créative à Londres, dans les rues, c'était génial. Donc après à ce moment-là, cette année-là, j'ai réussi, un coup du hasard vraiment, j'ai eu une somme d'argent. Donation d'un grand-père que je ne connaissais pas. Et enfin, j'ai pu aller, c'était mon rêve d'aller dans une école de cinéma à Los Angeles. Donc j'y suis allée pendant 1 an. Et j'étais persuadée que j'allais y rester, que les États-Unis et Hollywood, c'était pour moi. Et puis en Ah fait, oui. tant que cinéaste, c'est Disneyland. Bah oui, oui, je comprends. Mais bah ouais, mais en fait, ça s'est pas passé comme ça. Et au fur et à mesure, je me rendais compte que non, il y avait des choses quand même qui me manquaient, que c'était peut-être pas mon trajet de rester là. Et puis bon, avoir un visa tout simplement après le 9 septembre, le 11 septembre, pardon, c'était très difficile, surtout un visa d'artiste. Donc je me suis dit, bon, ben, je vais retourner en Europe, mais je vais retourner à Londres, parce que vraiment, l'industrie créative à Londres m'avait vraiment laissé un impact ça m'avait fascinée. Donc je suis revenue à Londres et écoute, 1 mois après être arrivée à Londres, j'ai rencontré mon mari. Donc voilà, c'était là, on a fait 12 ans à Londres. Donc j'ai fait quelques courts-métrages et puis j'ai surtout été dans l'industrie du cinéma à différents niveaux. J'ai bossé pour une école de cinéma et trouver des placements en fait professionnels pour leurs étudiants dans l'industrie pendant 5 ans à Ealing Studios. Et ensuite, je suis devenue agent. J'ai représenté des réalisateurs pendant 5 autres années. Et en fait, ce qui s'est passé, je te raconte ma vie en... Ouais, ouais, non, non, mais j'écoute avec attention parce que
C'est passionnant de t'entendre parler de cinéma. Mais en fait, après, et en fait, c'est ça le truc, c'est que, tu vois, au bout de 12 ans à Londres, j'habitais à Richmond, et Richmond, c'est le Hollywood un peu londonien. Enfin, bon, il y a Tom Hardy, il y a plein d'acteurs qui habitent à Richmond, c'est très huppé, c'est très, voilà. Et à l'époque, bah, j'avais déjà ma fille, donc elle commençait l'école, donc elle est dans une très bonne école, tout ça, le petit uniforme, tu sais, Ah londonien, oui. et tout. Enfin, vraiment, voilà, juste assez, si tu veux. Ça me donnait juste assez l'idée que j'étais là où je devais être. Mais en fait, je me suis rendu compte finalement, au bout de bah, ouais, 4-5 ans à Richmond, que euh, je vivais de l'extérieur vers l'intérieur et pas vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en fait, Mhm. je me suis rendu compte au fur donc je tombée enceinte de mon deuxième enfant et au même moment, mon mari a été diagnostiqué avec Huntington's, Mhm. la maladie de Huntington's qui est une maladie neurodégénérative. Et du coup, je crois que j'ai sous-estimé un peu l'impact que ça allait avoir sur nous et sur moi. Et le jour où on a eu le résultat, en fait, la neurologue m'a regardée en me disant mais c'est vous qui allez être la seule à gagner le pain, en fait, à ramener chez Ouais, ouais. dans les 5 prochaines années. Et ça m'a, en fait, euh, remis toute ma vie en question dans le sens de, encore une fois, je me suis rendu compte que je vivais pas vraiment qui j'étais à l'intérieur, quoi, que je laissais un peu toutes les choses, je me laissais un peu porter au gré du vent. Et je me suis dit, bon, si dans 5 ans, il faut que ce soit moi voilà, qui soit le moteur de notre vie de famille, il faut vraiment que je fasse quelque chose qui m'anime de l'intérieur, quoi, qui me... Et donc tout à coup, bah, j'ai démissionné de mon travail. J'avais pas encore quoi que ce soit d'autre à côté, mais je me suis dit, il faut que je me donne l'espace, en fait. Il faut que je donne à notre prochaine étape l'espace d'arriver, quoi, de se manifester. Et au moment où j'ai fait ça, une demi-heure après, je sais toujours pas comment, mais donc il y a une série américaine, mais qui se tourne en Écosse, qui s'appelle Outlander. Je sais pas si tu connais la Oui, série. oui, oui, bien sûr. Ouais. Et j'ai C'est adoré, très connu en France. bah ouais, et du coup là, c'est génial. Et donc du coup, je l'avais regardé pendant mon congé maternité, donc de mon deuxième enfant, et tout à coup, si tu veux, avec tout ce qui se passait dans ma vie et tout, je me suis dit qu'il faut vraiment dans la vie, il n'y a pas de temps à perdre, quoi, faut suivre sa joie. Et ça, c'est un truc qui est Mhm. devenu vraiment, vraiment présent pour moi aussi, et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui m'amène de la joie? Et il y a très peu de projets cinématographiques où, tu sais, qui ont un espèce de leur propre gravité, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, dire, mais ouais, par exemple, ouais. moi, c'était Le Seigneur des Anneaux. Et si j'avais eu le culot, je serais allée en Nouvelle-Zélande quand ça se tournait, tu sais, et Oh, j'aurais bah vécu tout ça pour travailler dessus. En Écosse, Et, c'est pas mal. et là, il y avait Outlander. Et je me suis dit, Outlander, il y a quelque chose sur ce projet qui est vraiment spécial. Et écoute, donc j'ai envoyé mon email de démission. Et une demi-heure plus tard, et je sais toujours pas comment, parce que je me souviens pas avoir m'être inscrite à quoi que ce soit, j'ai reçu un email un peu de pub, tu vois, mais en disant un email d'annonce, quoi, disant que Outlander cherchait des assistants réalisateurs et qu'il fallait être résident en Écosse. Et donc, je me suis dit, allez. Ouais. Donc, je voulais envoyer mon CV. Et en fait, c'était tu sais, le genre de truc où c'est un robot où il faut que tu aies un code postal écossais pour Mhm. pouvoir passer à l'étape d'après. Et je me suis dit, bon, je suis pas du genre enfin, dans le cinéma, je suis plus réalisatrice qu'actrice, donc je peux pas mentir. Par contre, j'avais une amie, en fait, c'est marrant parce que un mois avant que moi j'ai emménagé en Écosse, elle est écossaise de souche et elle a emménagé en France. Et donc, on se parle souvent, on rigole tout le temps qu'on a échangé, quoi. Et donc, du coup, je l'ai appelée et elle me dit, écoute, je t'ai jamais dit, mais ma famille a les ruines d'un château au sud d'Édimbourg. Je te donne le code postal et tu appliques. Et donc, enfin, tu envoies ton CV, quoi. Donc, j'ai fait ça, c'est passé. Et après, elle m'a dit, écoute, maintenant, tu as 6 semaines pour déménager. Et c'était ça parce que je crois que les interviews, les entretiens étaient prévus pour 6 semaines Mhm. après, quoi. Et donc, 2 semaines plus tard, je suis venue, j'ai googlé la ville où est basé Outlander, donc Cumbernauld, c'est là où j'habite. Et je suis venue, j'ai regardé quelques maisons, j'en ai pris une, et voilà. 2 semaines plus tard, j'ai emménagé avec toute ma famille et mon frère. Et 2 ou 3 jours après avoir emménagé, j'ai eu un nom de Outlander. Pas un nom personnel, tu vois, juste le nom de. On a eu beaucoup de réponses et c'était très compétitif et voilà. Et là, il a vraiment fallu que
En anglais, on dit que je creuse profond, quoi. C'est-à-dire que j'allais vraiment chercher puiser dans mes ressources parce que du coup, j'avais complètement enlevé ma famille, enfin, tu sais, de notre souche, quoi, à Londres. Et j'avais plus vraiment de perspective euh, concrète, quoi. Et donc, du coup, en plus, on n'avait même pas de voiture parce que en arrivant de Londres à Londres, t'as pas besoin de voiture. Donc, on est arrivé ici, c'était un peu compliqué. Et en fait, j'ai vraiment, encore une fois, j'ai suivi ma joie, j'ai suivi, enfin, ce qui m'anime de l'intérieur, quoi. Donc j'ai commencé, il fallait que je rencontre la communauté parce que ma fille va à l'école, tout ça, donc il fallait que je comprenne un peu dans quelle communauté j'ai amené ma famille, quoi. Et donc j'ai commencé à arriver à tous les meetings, toutes les réunions de n'importe quel groupe de la communauté qui se tenait. Donc je me suis inscrite la PTA en France, c'est l'association parents-élèves, je crois, parents-profs. Donc j'ai rejoint ce groupe-là. Je crois que j'étais un peu trop pour eux. Donc ils m'ont envoyé sur ce qu'on appelle le Community Council, qui est un peu l'association des résidents. C'est un peu le premier échelon politique. Donc j'ai été élue finalement dans ce conseil cette association de résidents, quoi. Et puis au fur et à mesure, j'ai vu un peu les challenges, en fait, les problèmes de la communauté où je suis arrivée. Et, et entre-temps, depuis toutes ces années, j'avais commencé un peu un parcours de développement personnel aussi, et j'avais travaillé avec une coach, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de problèmes en fait dans les communautés, dans notre vie de façon générale. Je pense que je sais pas si ça va résonner avec toi, mais c'est ta façon de penser. Et donc, si tu veux, à chaque fois que, enfin, c'est de là que naissent toutes nos limites, en fait. C'est Ouais. limité dans la façon dont tu penses, ça va se manifester dans ta vie. Et donc, du coup, à chaque fois que j'amenais quelque chose, une idée ou une initiative ou quelque chose, la réponse c'était oh, ça a toujours été comme ça va jamais changer. Tu sais, il y en a d'autres qui sont venus avant toi, hein. Il y en a d'autres qui ont essayé, hein. Le poids des traditions. Voilà. Surtout, et du coup, si tu veux, ça devient une prophétie en anglais, on appelle ça une self-fulfilling prophecy, une prophétie qui se réalise parce que tu le mets justement, enfin, tu vois, c'est un cercle vicieux, quoi. Et c'est là que j'ai eu l'idée de tenir un événement TEDx. Et donc, je savais pas trop comment ça allait se passer. En fait, je me suis rendu compte que c'est juste, tu envoies un dossier, en fait, de qu'est-ce que tu Ouais, il fais. faut faire une demande d'agrément C'est ça. pour avoir une licence TEDx. C'est ça. Donc j'ai fait ça et je me suis rendu compte en le faisant qu'il y avait plusieurs types d'agréments, comme tu dis, de licences. Et il y en a une où c'est pour les femmes. Et donc, un événement TEDx qui se passe en même temps que la conférence TED Femmes aux États-Unis, à Palm Springs, en décembre. Donc, j'ai envoyé une demande pour celle-là et je l'ai eue. Donc, on a fait le premier TEDx Commonwealth Women. La première, c'était le 5 décembre, je crois, le 5 décembre 2019. Sur le thème audacieuse et brillante. Et si tu veux, avec ça m'a permis de construire mon réseau, ça m'a permis, si tu veux, j'avais même pas besoin de vraiment faire quoi que ce soit, les gens venaient à moi, parce que bon, TEDx, si rien d'autre, c'est vraiment une espèce c'est une bannière, quoi, de rassemblement, les gens, c'est complètement, quelque chose c'est quelque chose qui rayonne. Et donc les gens sont attirés, veulent. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont un peu une personnalité publique ou une figure publique. Enfin, c'est aussi non seulement ça, mais tu leur ajoutes un standing, si tu veux, c'est un statut d'avoir tu sais, le TEDx Talk, quoi. Donc c'était une expérience vraiment très intéressante et il y a une communauté vraiment qui s'est formée. Et encore une fois, si tu veux, c'était l'idée de vraiment casser cette tradition de il n'y a rien qui changera, il n'y a rien qui voilà. Et justement, mettre les femmes sur scène, quoi. Et après, on l'a refait en 2020. 2020, c'était le confinement quand on l'a fait et on a quand même réussi à pouvoir le faire de façon virtuelle et on l'a fait de Walk Park Studios qui est là où se tourne Outlander. Ah, tu es revenu sur Outlander. Je comprends le parcours. Mais dis-moi, maintenant, tu es implanté en Écosse et t'aimes tellement ça que tu vas te baigner dans les lacs écossais. Hein. L'eau doit pas être très chaude, mais tu y vas, t'as pris plaisir. Ouais, l'eau, c'est vraiment plaisir, n'est pas exactement le mot. Ceci dit, écoute, c'est vrai, tu sais, je pense qu'en France, ça a du Wim Hof,
enfin, tu sais, les bains glacés et tout, la Ouais, ouais. respiration de Wim Hof. Et au début, je voyais ça sur Internet, sur les réseaux Mhm. sociaux et tout, des nanas, des mecs qui le faisaient et tout. Et puis je me disais, oh, tu sais, j'ai un peu la mentalité un peu. Dans ma tête, au début, c'était juste de l'adrénaline, tu vois. C'était, on est au cœur de l'hiver, en Écosse, on a des nuits de 14 heures. J'ai besoin de faire quelque chose qui va un peu me faire sentir vivante, quoi. Et je voyais ces nanas et ces mecs qui faisaient ça et tout. Et puis un jour, des sponsors de TEDx, justement, j'ai vu qu'elle s'avait sauté dans un ruisseau pas loin de chez moi. Et donc j'ai commencé, j'ai dit, ah là là, c'est génial. Et le lendemain, elles m'ont invitée. Et elles m'ont dit, ah, ben, pourquoi tu viens pas et tout. Et comme je voulais leur faire rencontrer, enfin bon, j'ai ramené toute l'équipe de TEDx. Ah, Et super, on s'est super. mis à sauter dans des lacs, dans des... Ouais, le moins, je crois que le plus froid qu'on a eu, c'est -5. D'accord. Bon, bah alors, ici, il fait très chaud, hein, donc On va ça va pas mieux. refroidir un peu. Alors, dis-moi, tu as un projet avec la France, hein, qui te relie en particulier à Angers. Hein, Tout tu à fait. peux nous en parler de ce projet justement de réalisation d'un documentaire vidéo. Ouais. Et ben, ça fait déjà, je dirais plus, ça va faire 10 ans. C'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée parce qu'en fait, donc c'est l'oncle de ma mère, l'oncle de ma maman qui était instituteur à Angers pendant la Seconde Guerre mondiale et qui avait 22 ans quand il a été arrêté, ou plutôt enfin donné, où il s'est ensuite rendu à la Gestapo et il a finalement été décapité en 1944, le 20 mars 1944 à Berlin. Donc il était résistant. Et il y a plein de choses dans cette histoire qui me fascinent en fait. Et plus c'est le genre d'histoire où plus tu tires sur un film, plus il y a d'autres histoires et d'autres choses qui se rajoutent, quoi. C'est vraiment, vraiment fascinant. Il faisait partie d'un groupe qu'on appelle le groupe des Normaliens, parce que donc il étudiait à l'école normale. Et ils étaient 4 ou 5 instits comme ça, étudiants maîtres. Et ils avaient des copines aussi. Donc lui avait une copine et son meilleur copain avait une copine. Et Normal? voilà, et en fait, non seulement ça, mais même je crois que son meilleur copain était fiancé. Et puis finalement, c'est des vies qui ont été complètement coupées courtes, Oui. quoi. Mhm. Et Angers est tellement, même la situation d'Angers est tellement intéressante parce que Angers, c'était le centre de la communication des nazis en France, quoi. Mhm. Et donc, c'était particulièrement important, si tu veux, de, euh, de faire taire la résistance, hein, de vraiment Mhm. étouffer la Mhm. résistance à Angers, quoi. Et non seulement ça, mais il habitait en face d'un centre de, de communication. Enfin, c'est vraiment. Et donc, en fait, ouais, il a été. Enfin, il y a plein de choses. Il lui manquait une jambe, par exemple. Et donc, du coup, c'était pas un homme d'action. Pourtant, dans les archives et tout, on le retrouve. Si tu veux, j'ai l'impression que la Gestapo a rajouté des choses et des choses pour Ouais, justement le ouais. faire tomber, quoi. Mais donc, rien que ça, après. Donc, il y a le côté, si tu veux, historique, et puis il y a le côté aussi des histoires, des anecdotes que j'ai entendues par ma maman. Et donc, on lui a retiré sa jambe, et pourtant, on lui a quand même mis les fers. Enfin, tu sais, ça fait réfléchir à plein de choses sur la circonstance humaine Mhm. et sur Mhm. ce qu'on est capable de faire à d'autres hommes, quoi. D'autres hommes, d'autres femmes, enfin, d'autres êtres humains. Et l'autre chose, c'est qu'il a écrit beaucoup. Quand il était en prison, il a écrit des poèmes et il a écrit des lettres. Et il y en a beaucoup qui nous sont arrivés et qui ont été notamment publiés par des associations de résistants, etc. Et il a trouvé sa foi en prison. Enfin, il y a plein de choses qui se sont passées. Et si tu veux, il fait partie donc de ce réseau. Et bon, la trame principale, c'est quand même que il y a un officier collaborateur, si tu veux, qui a donné ce groupe, qui les cherchait particulièrement. Et cet officier, ensuite, à la fin de la guerre, donc ils sont tous morts, hein, sauf les deux petites copines. Une a été déportée et a eu toute une histoire dans les camps de concentration et a survécu. Et donc, justement, à la fin de la guerre, donc, cet officier s'est échappé et a été retrouvé, a été amené à la justice et a été condamné à mort. Et c'est donc la petite amie du meilleur ami de l'oncle de ma mère qui a survécu au camp de concentration, qui a intercédé en sa faveur en disant quelque chose que je trouve absolument formidable, qui est quelque chose selon, je ne veux pas citer, mais elle dit que si jamais on est capable de mettre quelqu'un à mort, on n'a rien appris de l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, quoi, et de l'expérience des nazis. Mhm. Enfin, en gros, on n'est pas mieux Complètement, qu'eux, ouais. quoi. Donc tout ça, il y a une aventure humaine que je trouve assez fascinante. Alors, tu travailles déjà sur le sujet, c'est quelque chose que tu prévois sortir quand?
On espère, donc j'y travaille avec Gilles Changeon et dans le fait de chercher un peu, de commencer à creuser l'histoire et tout, Oui, il y a à les peu près, je archives, crois, il y ouais. a 8 ou 10 ans, j'ai trouvé donc Gilles Changeon qui a créé une association qui s'appelle La Paix en Marche et qui porte la mémoire de Mhm, Marius, qui porte la mémoire mhm. donc, de ma mère. Donc c'est très intéressant de communiquer avec lui et on a commencé, donc on s'est rencontrés en vrai l'année dernière. Et on a commencé à travailler sur le projet. Ouais, il m'aide avec les recherches sur place, les archives, etc. Et c'est quelque chose. Il veut faire un projet comme un colloque, si tu veux, je crois en mars 2022. Je ne sais pas encore si ça va vraiment être possible avec les restrictions, s'il y en a encore, etc. Mais bon, idéalement, en mars 2022, il y aura une première mouture ou au moins une bonne annonce. Ouais. Et puis ensuite, bah, courant 2022, j'espère pouvoir réaliser la totalité du projet, quoi. Donc, on te verra à Angers à ce moment-là. Ah oui, tout à fait, oui. Bon, bah, j'irai t'accueillir avec plaisir alors. Ah, c'est gentil. Eh ben, écoute, tu vois, on est déjà à la fin de notre entretien, hein, c'est bien, hein, je sens qu'il y a une vraie volonté chez toi d'aller de l'avant. Je trouve ça plutôt formidable. Écoute, Maureen, je te remercie pour cet entretien, hein, tu insuffles un certain dynamisme qui donne la pêche, qui donne envie effectivement de se battre, hein. C'est la motivation de cette chronique, hein. C'est de dire, bah, on reste pas assis dans sa chaise, on se déplace, on fait des choses, et toi, tu le fais. Voilà, bah, un grand merci à Maureen, parce que ça a été vraiment un moment de plaisir d'échanger avec elle. C'est quelqu'un, vous l'avez vu, de très dynamique, très volubile, qui parle, qui a vécu des expériences extraordinaires et qui font vraiment du bien, qui donnent la pêche, qui donnent envie de se battre, et ça, c'est inestimable. Alors, on la verra certainement à Angers en 2022 pour la présentation, effectivement, du documentaire sur Marius Briand, ce résistant qui a été décapité pendant la dernière guerre mondiale. On aura l'occasion bah, de la rencontrer et d'en reparler à ce moment-là. Pour ce qui nous concerne, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle chronique avec un ou une nouvelle invitée, je ne vous en dis pas plus. En attendant, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux habituels, Twitter, Facebook, Instagram, mais aussi sur les pages correspondantes, sur la page Facebook et la chaîne YouTube La Chronique Optimiste de Yannick. N'oubliez pas de vous abonner, parce que plus on aura d'abonnés, plus je pourrai vous proposer de services sur YouTube. En attendant de se revoir, il fait beau, sortez, mais restez prudents, faites attention à vous, car le virus circule toujours. Même si vous êtes vacciné, respectez tout de même les gestes barrières pour éviter qu'on reparte à nouveau dans un confinement. Ça serait quand même dommage. Allez, bonne semaine les amis.